Il est 10 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en. Voici les titres de ce lundi. Edan Alexander, bientôt libre. Le soldat américano-israélien de 21 ans, détenu à Gaza par le Hamas depuis le 7 octobre 2023, devrait bientôt être libéré. Donald Trump parle d'une nouvelle monumentale. Benjamin Netanyahou assure que les combats à Gaza pour autant vont se poursuivre et effectivement, il y a eu des frappes ce matin dans le nord de l'enclave. La Chine salue des progrès substantiels après les négociations commerciales avec les États-Unis. Pékin et Washington suspendent pour 3 mois une partie des droits de douane punitifs qu'ils s'imposaient réciproquement depuis quelques semaines. Les bourses européennes saluent l'accord. On y reviendra. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine vont-ils se retrouver jeudi à Istanbul? Le président ukrainien a lancé l'invitation répondant à l'appel du Russe à reprendre les discussions directes entre Kiev et Moscou. Le Kremlin n'a pas répondu au rendez-vous pour l'instant. Je serai en Turquie ce jeudi 15 mai et j'attends Poutine en Turquie, personnellement. Et j'espère que cette fois, Poutine ne cherchera pas de raisons pour lesquelles il ne peut rien faire. Nous sommes prêts à discuter pour mettre fin à la guerre. Jeudi, en Turquie. Le président Trump a apporté son soutien. Tous les dirigeants soutiennent cela. Et c'est sur cet homme que l'on va s'arrêter ce matin. Cet homme dont on connaît bien la voix rauque, l'air grave et la tenue militaire depuis 3 ans qu'il est le chef d'un pays en guerre envahi par la Russie. Mais connaît-on vraiment bien ce Volodymyr Zelensky, un président tout sauf normal, qui a d'abord été une star de la télé avant de diriger l'Ukraine, qui ne parle ukrainien couramment que depuis 5 ans, qui connaît bien l'homme qu'il veut retrouver jeudi à Istanbul, Vladimir Poutine, et la Russie où il a longtemps travaillé. Qui est Volodya, l'homme derrière Zelensky? Question posée à mes invités qui ont largement travaillé sur le sujet ces derniers mois. Ariane Chemin, Lisa Wapner et Yves Geland. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Non pas un, mais 3 réalisateurs, réalisatrices aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour à tous les 3. Ariane Chemin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes grand reporter au Monde, entre autres choses. Lisa Wapner, bonjour. Vous êtes, entre autres choses, docteur en sciences politiques. Et Yves Geland, vous êtes réalisateur. La complexité du pouvoir, ça fait des années que vous travaillez dessus. Et donc, tous les 3, vous avez signé ce film Zelensky qui sera diffusé demain sur Arte à 21 h et qu'on peut déjà voir sur le site internet de la chaîne, un documentaire en 2 épisodes. C'est peu de dire que l'homme dont on va parler aujourd'hui et qui rencontrera donc peut-être Vladimir Poutine jeudi à Istanbul en Turquie est un homme complexe, un inconnu si familier. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, Volodymyr Zelensky est devenu l'un des chefs d'État les plus connus du monde, peut-être même plus célèbre que le pape, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et pourtant, sait-on vraiment qui il est, de quel bois ou de quel fer ukrainien il est fait? C'est donc une enquête intime que vous avez réalisée avec ses proches, ceux qui l'ont connu enfant, ses amis, ses anciens compagnons, qui sont aujourd'hui, d'ailleurs, toujours aujourd'hui, ses proches. Le film sera diffusé demain à l'occasion de l'ouverture du Festival de Cannes, journée qui a été baptisée Jour de l'Ukraine par les organisateurs du festival. Il y aura 3 films en tout, je crois. C'est un genre de boucle bouclée, Ariane Chemin, car on se souvient en mai 2022, on est quelques mois après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Et vous évoquez ce moment dans le film. Au milieu des robes de soirée, des strass et des paillettes de la soirée d'ouverture, était apparu Volodymyr Zelensky. Oui, alors d'abord, on s'aperçoit que cette guerre, elle dure, parce que effectivement, ça fait déjà 3 ans, et c'est jamais bon signe quand les guerres s'installent. Et effectivement, il y a 3 ans, Volodymyr Zelensky avait décidé de s'adresser à ce public de Cannes, à ce public d'acteurs, de comédiens, de gens de scène dont il est. Yves était dans la salle, il s'en souvient très bien, et il fait appel à Charlie Chaplin, l'un de ses acteurs fétiches, un de ses réalisateurs fétiches, mais surtout un homme qui a changé et la face du cinéma avec un film, Le Dictateur, et aussi
qui était l'homme le plus connu, sans doute l'un des personnages les plus connus de ce public et du monde entier, comme lui aujourd'hui, il avait bien choisi. Il s'avère, Yves Geland, que vous êtes aussi spécialiste de Charlie Chaplin, le dictateur 1940. Et Volodymyr Zelensky avait cité cette phrase du film « Les dictateurs finissent toujours par mourir ». Oui, et d'ailleurs, récemment, Zelensky rappelle son âge et l'âge de Poutine, et dit la pyramide des âges font que de toute façon, Zelensky a des chances de vivre plus longtemps que Poutine, et que Poutine est déjà un vieil homme. Et donc c'est une manière aussi de renvoyer Poutine au passé, Poutine qui est quand même au pouvoir, et on le voit dans notre film, depuis un quart de siècle. Ce jour de mai 2022, donc devant tout le gratin du cinéma mondial, c'est bien sûr Zelensky, chef de guerre, mais c'est donc, je le disais, l'intimité que vous avez voulu raconter, un destin extraordinaire, que cet homme de 47 ans, parti de rien, né en URSS en 1978, devenu gigastar, puis président. Vous avez rencontré, je le disais, pour cela, ses amis d'enfance, ses profs, ses hommes et femmes de confiance. Vous l'avez longuement interviewé à Kiev l'été dernier. Il est accessible, Volodymyr Zelensky? C'est compliqué d'avoir une interview avec lui? Alors ça a été très compliqué, je suis la seule des trois à ne pas l'avoir interviewé, mais je l'ai beaucoup regardé en salle de montage. La productrice a dû s'y prendre à plusieurs fois et a dû faire preuve de beaucoup d'acharnement pour réussir à avoir cet entretien, même s'il accepte souvent l'idée de l'entretien, mais il a un emploi du temps très chargé. Et donc l'entretien au mois d'août a eu lieu entre deux séquences politiques un peu complexes pour l'Ukraine, où il a limogé un certain nombre de ses collaborateurs. Quelle impression il donne quand on le voit? C'était la première fois que vous le voyez, j'imagine? Oui, bien sûr. Oui, on a fait trois tournages à Kiev en 2024, en février, 3 semaines, en avril, au mois d'août. Et donc, on attendait ce moment-là. Évidemment, quand on travaille sur quelqu'un, qu'on a déroché des images et des images de lui, qu'on a vu des photos de lui enfant, quand tout d'un coup il arrive, ça fait forcément quelque chose. Et puis, même s'il m'arrivait de filmer souvent, depuis longtemps, des hommes, des femmes politiques, voire même un chef d'État, là, on bascule dans autre chose. C'est-à-dire qu'on a conscience, quand il débarque, que là, cet homme est déjà dans les livres d'histoire. Voilà. Donc, même s'il est très jeune, plus jeune que nous, il est déjà dans les livres d'histoire. Et donc, voilà, c'est un peu, je pense, la réflexion qu'on se fait quand il arrive. Et c'est pas simple, parce que, évidemment, on a tous en mémoire la manière dont Massoud est mort. Donc, autant vous dire que pour accéder à Zelensky, on l'a filmé à la Bankova, on passe pas mal de barrières, de portiques de sécurité. On laisse les téléphones mobiles à l'entrée. Les chiens renifleurs inspectent votre matériel. Donc, ça rajoute un petit peu à l'ambiance. Et finalement, assez vite, même dès la première question que va lui poser Ariane, on sent que lui aussi nous laisse son téléphone mobile à l'entrée. Et il le récupère à la fin, on le voit dans le film. Et donc, ce moment avec Zelensky, ce sera un temps suspendu. Et un moment où il est surpris par nos questions, il est surpris par le fait qu'on n'est pas dans l'actualité ni dans la géopolitique, mais qu'on lui parle de lui, qu'on lui parle de sa ville natale, qu'il voit qu'on y a passé beaucoup de temps, qu'on lui parle de ses grands-parents, de ses institutrices, on lui montre des images, et ça va changer totalement le cours de l'entretien. Mais en lui parlant de lui, on parle aussi de l'Ukraine. Bien sûr. Il vous a ouvert les portes au sens propre comme au sens figuré? C'était pas gagné, je dois dire. Quand on arrive, on est un petit peu stressé avec Yves, parce que cet entretien, il est un petit peu décalé. D'habitude, on lui parle de l'actualité immédiate, de géopolitique. Et nous, on voulait l'obliger, d'une certaine manière, à se plonger dans son passé. Lui, comme il est intelligent, que c'est un homme de communication, il voit aussi le danger qu'il y a à ne parler que de lui. Il n'a jamais vraiment fait, d'ailleurs, depuis le début de la guerre, parce qu'autour de lui, tout le monde meurt au front, dans les bombardements. Donc, il se méfie de ça. Et puis, c'était, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Yves lui a montré des tournages qu'on avait déjà réalisés, notamment celui de ses institutrices. On lui a montré aussi des photos de sa classe, de son enfance, de ses parents, de la tombe de son grand-père. Et il a compris, je pense, ce qu'on voulait faire. Il a compris qu'on voulait raconter aussi une génération, qu'on voulait raconter l'Ukraine, et que derrière lui, on racontait une guerre et son tête-à-tête avec Poutine, et il a joué le jeu.
À quelle question vous semblait-il, Lisa Vapnet, qu'il fallait encore répondre sur cet homme dont on a effectivement beaucoup dit depuis 3 ans qu'il est un chef de guerre, mais depuis 5 ans qu'il est au pouvoir. Qu'est-ce qu'on ne savait pas encore qu'il fallait raconter ? Je pense que c'est Ariane qui, dans ses papiers, a senti qu'il fallait revenir sur son enfance soviétique, qu'on ne pouvait pas parler d'un président ukrainien né en 78 sans évoquer les 13 premières années de sa vie qui l'ont formé. Et aussi son rapport à la Russie. Aujourd'hui, on interroge russophone, russophobe, mais il est le premier, et certes, peut-être, probablement, il n'est pas devenu russophobe. C'est quelqu'un qui a grandi avec des références soviétiques, des références russes. Les chanteuses qu'on entend dans le film, pour la première est ukrainienne, mais elle chante en russe. La deuxième est une extrême, c'est une diva, c'est une méga star dans l'espace russophone, Alla Pugacheva. Et tout ça, le fait qu'il ait à ce point grandi avec des références qui sont les mêmes que celles de ses voisins, de ceux qui ont grandi à Koursk, Moscou ou Leningrad, ça, je pense qu'on ne le savait pas. Ainsi que la formation réellement au sein des jeunesses communistes. Ça a été un petit pionnier. Ensuite, il s'en est détaché. Mais il a été dans ce moule soviétique comme tant d'autres enfants dans l'espace soviétique. Un gosse soviétique qui rêvait de paillettes et de divertissement, ça c'est le commentaire magnifique mené par la voix J'ai comme un trou de Mathieu Amalric, bien sûr, qui raconte ce documentaire. Pour comprendre effectivement qui est Volodymyr Zelensky, Yves Geland, il faut comprendre d'où il vient, Kryvyi, sa ville natale, centre sidérurgique et minier. On est dans le centre russophone de l'Ukraine, pilonné depuis 3 ans par les Russes, bien sûr parce que c'est la ville natale de Zelensky. Le nom du quartier où il a grandi, Kvartal 95, et les amis qu'il y a rencontrés, c'est aujourd'hui sa vie, ça fait partie de sa vie, et ça l'est encore aujourd'hui. Oui, il n'habite plus à Kryvyi, mais c'est fondateur pour lui. On imagine mal cette ville, ici. Quand on dit qu'elle fait... Immense. Oui, elle fait 130 km de long, vous imaginez, donc c'est un bassin minier qui ne s'arrête pas, qui a été construit au fur et à mesure. Il y a les hauts fourneaux à perte de vue. Je ne sais pas, on pourrait difficilement comparer. Je veux dire, Charleville-Mézières, à côté, c'est la Côte d'Azur. C'est vraiment... On est dans le dur, quoi. Ah, mais alors, derrière vous, il y a la Tour Eiffel. Le fer de la Tour Eiffel vient de Kryvyi. Il y a d'ailleurs plein de petites Tours Eiffel là-bas à Kryvyi, tellement ils sont fiers de ça. Eux, ils le savent, nous, on le sait moins. Évidemment, quand on est français et qu'on arrive à Kryvyi, on vous parle tout de suite de la Tour Eiffel. Et donc... on continue à produire, c'est une ville de rouille et d'acier. Bon, c'est pas un climat méditerranéen. Et il faut savoir qu'il a grandi dans ces barres d'immeubles. Donc, on comprend, et on avait avec nous un traducteur, un interprète, qui lui-même se rendait compte, il réalisait que son président avait grandi là. Il dit, dis donc, il lui en a fallu de la volonté. Non seulement il a grandi là, mais les gens avec qui il est à l'école vont le suivre. Et donc, c'est ça qu'on a trouvé très romanesque, au-delà de son destin assez incroyable. C'est pas nous qui l'avons découvert, tout le monde sait cela. Mais il y a quand même, derrière ce destin, cette fidélité qu'il a à la ville, à ses amis. C'est-à-dire que, rendez-vous compte que ceux avec qui il est à l'école, notamment sa femme, vont le suivre dans les petites troupes de théâtre, vont le suivre au Kvartal 95, le studio qu'il va créer, les tournées, les émissions télé, ça va toujours être les mêmes, les scénaristes aussi, et on les voit, Olena Kravets, Sacha Pikalov, qui sont parmi les témoins les plus importants de notre film, sont toujours à ses côtés d'une certaine façon. Alors, ils ne sont pas à la présidence aujourd'hui, mais voilà, il y a toujours cette fidélité qui s'exprime notamment par le nom de son studio Kvartal 95, qui était le nom de son quartier, et le nom de son parti politique, qui a été le nom de la série Serviteurs du Peuple. On va y revenir, bien sûr. Parmi les choses qui frappent, c'est à quel point Ariane Chemin, depuis tout petit, Zelensky, c'est un enfant de la scène qui a envie d'être quelqu'un, qui a envie qu'on le regarde, qu'on l'aime, qu'on l'applaudisse, plutôt du genre à vouloir mourir sur scène. Oui, on est retourné dans le petit square du second immeuble où il a vécu, à Kryvyi, avec le caméraman Thibaut Delavigne, et
un de ses amis d'enfance est monté sur une petite scène en bois, qui est toujours là, un peu avec une peinture un peu écaillée. Et il expliquait comment, très jeune déjà, il prenait des brosses à cheveux et il chantait sur scène pour toutes les grand-mères et les grands-pères qui étaient là, qui admiraient ses petits-enfants. C'est vrai qu'ils ont ça dans la peau et ils voient très bien aussi que c'est un moyen de s'émanciper et de quitter cette ville qu'ils aiment, mais dont ils aimeraient bien quand même sortir pour briller, pour réussir. Je crois que s'il y a quelque chose qui nous est apparu en faisant ce film, c'est que tout petit, Volodymyr Zelensky, il adore les applaudissements. Il était adolescent, il avait 13 ans, je crois, quand l'URSS est tombée et que l'Ukraine est devenue indépendante. Est-ce que vous diriez que c'est la guerre, l'invasion d'abord de la Crimée, puis l'invasion à grande échelle de la Russie, qui a fait de lui le russophone, l'Ukrainien nationaliste qu'il est, avec cette année 2014, où des choses ont basculé clairement dans sa vie, pour son pays bien sûr, mais dans sa vie intime aussi? Il voit l'annexion de la Crimée et ce qui se passe en 2014 comme une énorme injustice. Alors, en 2014, il a encore des liens professionnels, mais aussi des liens intimes et familiaux avec la Russie. Pour une majorité de Russes, l'annexion de la Crimée, c'est une bonne chose. La Crimée revient dans le giron russe. En russe, on dit « la Crimée est à nous ». Et donc, il assiste à ses amis, ses collègues, les gens avec qui il travaille, les gens avec qui il fait des films, des comédies romantiques, des choses très légères, à ces discussions politiques. Et ça devient insupportable pour lui de devenir l'Ukrainien, celui qui est en porte-à-faux par rapport à ce discours. Et ensuite, il y a eu toute une série de choses qui se produisent en 2014, et notamment, il accompagné par son camarade, son compagnon de route, Yuri Tira, que l'on voit dans le film, ils vont sur le front, en tout cas, ils voient ces mobilisés de la guerre du Donbass qui luttent pour que l'Ukraine demeure ukrainienne. Et ça le touche profondément. Il voit qu'il y a d'autres manières de combattre, même si à cette époque-là, lui, son combat, c'est vraiment le combat du rire, le combat de la scène. Et il voit son utilité, non pas en prenant des armes, parce qu'il serait très malhabile, mais encore en faisant rire les troupes. Jusqu'en 2014, Yves Geland, il s'est quand même longtemps tenu en dehors du champ politique. Lui, c'était effectivement faire rire, et en cela, il avait un succès incroyable. Donc on fait vite, on le voit extrêmement bien dans le film. Et donc d'abord, il y a une petite troupe qui peu à peu grandit, et puis finalement, il devient une gigastar de la télévision, non pas qu'ukrainienne d'ailleurs, parce qu'il va travailler et faire rire à Moscou aussi. Il s'est longtemps tenu en dehors de ça. Et puis effectivement, l'invasion de la Crimée, le début de la guerre au Donbass, ça change tout. Oui, c'est faire rire et faire de l'argent avant 2014. C'est vraiment un entrepreneur. C'est un entrepreneur de spectacle. C'est à la fois un showman et c'est également un producteur à la tête d'un studio qui emploie 500 personnes. Et puis, effectivement, il va y avoir ce déclenchement, la Crimée dont parlait Lisa à l'instant, parce que le début de ces manifestations de Maïdan, en novembre 2013, il y participe pas. Et donc, il va falloir attendre vraiment le 1er mars. Le 1er mars, il descend sur un plateau télé, comme ici, et il interpelle, il est interviewé par une journaliste sur la chaîne 1+1, qui appartient à Kolomoïski, on en parlera peut-être plus tard, et non seulement il s'adresse aux spectateurs, il s'adresse au président, et il s'adresse à Poutine. On va regarder l'extrait parce que c'est une archive assez incroyable, effectivement. Юрій Петрович, я зараз вручаю вам текст присяги президента України. Прошу вас скласти присягу, поклавши руку на Конституцію та Пересопницьке Євангеліє. Voilà, c'était pas le bon extrait. On va revoir cet extrait où Volodymyr Zelensky s'adresse pour la première fois directement à Vladimir Poutine. On est en 2013. 2014. On n'a même pas besoin de le présenter, tout le monde le connaît tellement. Le 1er mars 2014, il s'invite sur le plateau du journal télévisé. L'acteur n'est plus là pour rire. Людина, яка не потребує представлення, Володимир Зеленський. Володя, прошу, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня буду говорить остро, но без шуток. Я очень хочу обратиться к господину Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт.
Потому что Россия и Украина, мы действительно братские народы. Мы все друг друга понимаем, независимо от языка. Если вы хотите, ну, я лично, я вам честно говорю, я готов, не знаю, надо вам, я могу вас умолять на коленях. Но не ставьте на колени, пожалуйста, наш народ. Profitant de sa célébrité en Russie comme en Ukraine, Zelensky se pose en médiateur et s'exprime en russe, sa langue natale. Второе, я хочу обратиться к нашей сегодняшней власти. Если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины. И я люблю эту страну. И не хочу быть частью другой страны. La question de la langue, on l'a dit, elle est fondamentale. Quand il dit ça à la télévision en mars 2014, donc il sait ce que ça va lui coûter. Il sait qu'il renonce à une grande partie de ce qui a fait son argent et son succès jusque-là. À vrai dire, non, il continue. Il se dit, il se sent l'âme politique tout d'un coup. Ouais. Il aime parler. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il arrive, il monte l'escalier. On le présente à peine parce que tout le monde russophone et toute l'ancienne Union soviétique le connaît, et évidemment l'Ukraine. Et il, à l'époque, ça nous a frappé en regardant l'archive. Il dit d'ailleurs, il parle encore de peuple frère, mais il explique que ce n'est pas parce qu'on parle russe qu'on n'est pas ukrainien. Il dit, mais laissez-nous tranquille avec la langue, ce n'est pas l'enjeu. Il comprend déjà à cette époque que Poutine et que la Russie vont en faire finalement un élément de campagne en expliquant, regardez, les Ukrainiens sont divisés, ne parlent pas la même langue et ceux qui parlent le russe veulent absolument appartenir au même monde que nous. Non, lui, il explique ça très bien, ce n'est pas le cas. Il dit, je suis juif, je parle le russe, mais je suis ukrainien. Donc on est à ce moment-là, il est au summum de sa popularité. Sa série Serviteur du peuple s'apprête ou va commencer à être diffusée. Série donc qui raconte l'histoire d'un prof d'histoire géo, somme toute assez banal, qui devient président de l'Ukraine. Et c'est là que ça devient absolument fascinant. Romanesque, que vous disiez Yves tout à l'heure, c'est qu'au fur et à mesure du tournage et du succès, va germer en lui et de l'actualité bien sûr géopolitique de l'Ukraine, va germer en lui l'envie de concourir à la présidentielle. On sait comment l'histoire se termine. Il est élu triomphalement avril 2019 avec 73% des voix au second tour. Les scénaristes de la série sont les scénaristes de la campagne. Oui, il est très bien entouré. On l'a dit depuis l'enfance. Il s'entoure de personnes qui lui veulent du bien et qui croient en son destin. Après, en effet, c'est en lui que germe l'idée qu'il pourrait être président. Mais c'est peut-être que cette idée de devenir président peut germer dans la tête de beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Ce qui est intéressant, c'est pas que ça. C'est l'idée que cette idée germe dans la population ukrainienne, chez ses proches, et que cet enthousiasme, il est dans la population. Et que lui se rend compte progressivement que peut-être qu'il pourrait y aller ou pas. Et il y a tout un processus de maturation de cette idée où il passe du comédien Zelensky qui interprète un président au vrai Zelensky qui pourrait prendre les habits présidentiels. Enfin, il y a quand même un mélange entre la fiction et la réalité qui est extraordinaire, Yves Geland. C'est vertigineux, c'est vraiment vertigineux. Alors, je parlais tout à l'heure du fait que c'était ses propres amis d'enfance qui allaient jouer les propres amis du président Goloborodko. Goloborodko, c'est ce fameux professeur d'histoire dont vous parliez qui devient président. Et donc, Vassil Goloborodko est le double fictionnel de Zelensky. Et à un moment, les calques commencent à se confondre. Et on ne sait plus, d'ailleurs, nous, on en a joué dans le montage. Et quand on a commencé à regarder la prestation de serment de Goloborodko, qui va être élu avec 66% des voix. Moins que son double dans la réalité. Le double dans la réalité qui fait 73. On a mélangé à dessein les images, mais nous-mêmes, en salle de montage, on pouvait s'y perdre. Et les hommes de la série, je le disais, sont les hommes de la campagne. Ce sont ceux qui écrivent les discours et les programmes. On a dans les témoins qu'on a rencontrés, il y a notamment Yuri Kostyuk. Yuri Kostyuk, il n'est pas de Kryvyi Rih, lui, mais c'est lui qui a trouvé le nom de la série Serviteur du peuple, qui va devenir, je l'ai dit, le nom de parti politique de Zelensky. C'est le principal scénariste de la série.
Et aujourd'hui, Grigori Kotchuk est un des principaux collaborateurs de Zelensky. Et qu'est-ce qu'il fait? Il écrit les discours du président. Donc il scénarise la politique aujourd'hui, voilà, de ce qui se passe. Donc c'est vraiment, pour le coup, on se dit, mais là, c'est le scénario. Nous, on se demandait si parfois on réalisait un documentaire ou une fiction. D'ailleurs, l'annonce, Ariane Chemin, de sa candidature quelques mois, bien sûr, avant son élection, est absolument dingue. J'avais jamais vu cette archive. On est le 31 décembre 2018. Donc, il participe à un show télé. C'est un showman, on l'a dit. Il danse extrêmement bien. Il fait des sketchs, etc. Entre deux chorégraphies à fond les ballons, dans les coulisses. Il prend comme ça le téléspectateur, comme s'il lui disait entre deux rideaux. Il lui dit, vous me demandez depuis des mois si j'y vais pas. J'y vais. À minuit pile. À minuit pile. Et il faut réaliser quelle est sa notoriété à l'époque. C'est comme une sorte de Patrick Sébastien ou de Michel Drucker qui ferait des shows tous les soirs. Tout le monde le connaît. Et il fait ça en douce, effectivement. Vraiment en douce, puisqu'il ne prévient même pas sa femme, Olena Zelenska, qui découvre ça le lendemain, le 1er janvier. Il annonce qu'il est candidat. Et c'est vrai que beaucoup d'Ukrainiens ne n'arrivent pas à savoir sur quel pied danser. Ils ne savent pas si c'est vrai ou faux. Ils ne comprennent que le lendemain que c'était une véritable déclaration de candidature. Pour tous les chercheurs en sciences politiques, tous les politologues, c'est un moment unique. Il n'y a pas d'équivalent vraiment sur la planète. Oui. Et puis c'est assez étonnant d'un point de vue linguistique parce que tous ces sketchs, tous ces spectacles sont en russe. C'est vraiment un comédien russophone. Il commence à parler en russe et puis tout d'un coup, il prend les habits présidentiels et là, il doit parler en ukrainien. Donc réellement, sa déclaration de candidature, elle est en ukrainien, mais elle est entourée de tout un faste, des paillettes qui sont d'un kitsch russophone. Et pour la petite histoire, Yves Gélon, donc l'ukrainien qui n'est pas sa langue natale, il l'a appris pour de vrai, parce que bien sûr il avait quelques éléments, mais il l'a appris pour de vrai pendant la campagne présidentielle et il a mis en scène son apprentissage de la langue. Oui, il l'a appris quand même à l'école, à Cléric. On a rencontré ces enseignantes qui lui ont appris l'ukrainien. Mais elles sont très fières aujourd'hui qu'il le parle vraiment bien. Donc effectivement, comme c'est un très bon comédien, il apprend très vite. Et aujourd'hui, il cherche ses mots en russe, dit-il. C'est peut-être le récit qu'il en fait, mais c'est de l'auto-persuasion, c'est-à-dire qu'il s'est dit maintenant, ma langue natale, c'est le russe. C'est l'ukrainien, pardon. Même moi-même, je me perds. Et donc, aujourd'hui, il y a cette séquence assez drôle où on le voit, parce qu'il pourrait très bien, et c'est là qu'il est fort dans l'autodérision, c'est qu'il sait très bien que ça va être un des arguments de Poroshenko pendant la campagne, qui lui manie très très bien l'ukrainien, de lui dire, regardez cet homme, son adversaire qui est le président sortant, voilà, et qui lui parle bien ukrainien. Et donc, pour montrer ça, il met en scène le fait qu'il ne parle pas bien l'ukrainien, et il va faire des espèces de clips de campagne où le fameux Yuri Kostyuk, celui qui écrit ses discours et qui était le scénariste de la série, qui lui parle parfaitement l'ukrainien, il est originaire de l'ouest de l'Ukraine, lui donne dans une salle de sport, lui donne des mots et dit, si tu n'y arrives pas... Si tu traduis pas bien en ukrainien le mot que je te donne... en ukrainien dans le sens du thème ou dans le sens de la version, eh ben, tu fais 2 tractions. Voilà. Et donc là, il s'amuse avec ça et il essaie de renverser, de faire de cette faiblesse une force et de faire rire, encore une fois, puisque pendant toute la campagne, il a continué à faire le show au détriment du programme, au détriment du sérieux de son programme. Oui, parce que Ariane, il y a un autre moment assez dingue dans le film qui est pendant la campagne, donc juste avant son élection, où ils organisent un débat en public avec des gens chauffés à blanc et Zelensky ratatine, mais avec le talent d'orateur qu'il a, le président sortant. Absolument, parce qu'en fait il a fait campagne sans faire campagne, pas un discours politique, pas un élément de programme à part je vais mettre fin à la guerre et je vais vous débarrasser des oligarques. Il refuse absolument le débat. Ses meetings, ce sont des shows. Il le revendique. Et quand les journalistes internationaux arrivent dans l'entre-deux tours, parce qu'ils ont vu quand même qu'il avait fait un très bon score au premier, et essayent de savoir quel est le programme de ce nouveau président qu'on traite de bouffon, il faut bien le dire, hein. L'Occident s'en moque, les élites ukrainiennes s'en moquent, eh bien, ils prennent le scénario de serviteur du peuple et ils pensent que c'est vraiment son programme. Il finit par accepter, je ne sais pas si on peut appeler ça un débat, un tête-à-tête avec le président sortant Poroshenko dans ce grand stade de Kiev. Et là, il sait tenir une salle, il sait
la retourner, il sait la prendre. Quand il dit « je suis ce petit garçon de Krivering élevé au milieu des mines et regardez où je suis aujourd'hui », on voit dans les images que le public est totalement enthousiaste. Et il réussit effectivement à gagner ce match qui ressemble à une espèce de combat dans une fosse aux lions. C'est les jeux du cirque. Ouais. Autre archive dont on va regarder un extrait dont on a vu 5 secondes tout à l'heure, sa prestation de serment. On est en mai 2019 et les mots qu'il tient à ce moment-là, que vous avez mis effectivement en parallèle avec la série, il ne faut pas se tromper de Zelensky, résonnent avec ce qu'on vit aujourd'hui. Василій Петрович, я зараз вручаю вам текст присяги президента України. Прошу вас скласти присягу, поклавши руку на Конституцію та Пересопницьке Євангеліє. 73% des suffrages. Goloborodko n'avait recueilli que 67% des voix. Le réel plus fort que la fiction. Я, Голобородько Василь Петрович, наступаючи на цей високий Володимир Зеленський, президента України, волею народу обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Jamais on n'aurait imaginé que 73% du pays voterait pour un tel candidat. Et je me suis dit, quel destin extraordinaire. Quelle ironie du sort de le voir accéder à une telle responsabilité, non? І я точно не боюсь приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території. Ніколи. Історія несправедлива, це правда. Не ми почали цю війну. Не ми почали, але нам цю війну закінчувати. Дорогий народе, протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхались. Наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Voilà, une phrase qui est entrée dans l'histoire. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez eu l'impression de rencontrer un personnage historique en le voyant, Volodymyr Zelensky. Il dit 2 choses très fortes dans sa prestation de serment. S'il est faux, je suis prêt à démissionner sans hésitation pour que triomphe la paix. Il y aurait dû y avoir des élections présidentielles l'année dernière en Ukraine si la guerre n'était pas venue frapper le pays. Et ce, sans perdre aucun territoire. Ça résonne évidemment. Lisa Vapné, avec la situation aujourd'hui, on est 6 ans plus tard. Oui, c'est compliqué cette histoire des territoires et quand on la met en parallèle avec le nombre de vies chaque jour qui est perdu par l'Ukraine. C'est vrai qu'on montre un Zelensky qui veut être victorieux. En 2022, il disait on nous a attaqués par la Crimée, on regagnera cette guerre par la Crimée. Aujourd'hui, on est face à des questions diplomatiques très complexes, ou même en Ukraine, le fait de gagner la Crimée n'est pas du tout... beaucoup renoncent à ces idées, beaucoup renoncent à des territoires parce qu'en jeu, dans la balance, il y a la question de chaque des personnes qui meurent sur le front. Mais oui. Pardon. Oui, non, il n'y a rien de chemin. Il est quand même vraiment pas dit 6 ans plus tard que et la Crimée et les territoires occupés aujourd'hui par la Russie, l'Ukraine les récupère. On ne sait pas, on ne sait pas. On est quand même à chaque fois surpris par Zelensky. N'oublions pas qu'au début de la guerre, tout le monde est persuadé qu'en 3 jours ce sera plié, que la Russie va s'emparer de Kiev, qu'il partira, d'ailleurs tout le monde lui proposait de l'héberger, de la Pologne à la France, etc. Aujourd'hui, on est quand même à 3 ans de guerre et Poutine n'a pas gagné la guerre. Donc il faut être extrêmement prudent. C'est vrai que c'est un enjeu essentiel. C'est intéressant en fait de se rendre compte que ces phrases-là, il les prononce déjà en 2019 alors que personne n'y prenait vraiment garde. C'est vrai qu'en Occident, la
première guerre, l'invasion à petite échelle, comme on dit en Ukraine, les gens s'y intéressaient pas beaucoup. Ça, il a fallu attendre 2022 pour que ça devienne un événement mondial. Mais dans l'esprit des Ukrainiens, en revanche, c'est pas 3 ans de guerre, c'est 11 ans de guerre. Bien sûr. Exactement. Et justement, ce président, il a forcé le respect, j'allais dire, depuis l'invasion à grande échelle, mais avant, mais dans le monde, bien sûr, on se souvient de l'image de lui quelques heures après le début de cette fin de mois de février, de ces bombardements russes à grande échelle, et de lui restant à Kiev et se filmant. On sait à quel point il sait que ça fonctionne de se montrer dehors dans la rue en civil en disant, en fait, on m'a proposé de partir, mais moi je reste, j'ai pas besoin de garde du corps, j'ai besoin d'ammunition. Oui, Lisa. Oui, c'est vraiment cette vidéo, il faut aussi la voir en réaction avec les campagnes de propagande russe, de désinformation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en Russie, on disait il est parti, il a quitté, il est pas là. Donc il a vraiment, il est plus là. Vous voyez, on vous dit des choses, mais c'est pas vrai. Et là, Zelensky, quand il va avec sa garde rapprochée, avec ses ministres et avec Andrei Yermak qui est aussi dans le film, c'est pour dire je suis là. Je n'ai pas quitté mon pays. Je suis là où les Ukrainiens sont. Et on voit bien, enfin dans le film, on voit ces institutrices. C'est quand il était au lycée, donc c'est plutôt ses profs de lycée qui le voient, et à quel point chacun ça les rassure que leur chef ne les gouverne pas depuis Varsovie, Berlin ou Londres. Yves Geland, je disais pour le film, vous avez, avec Ariane, sillonné l'Ukraine. Qu'est-ce que les Ukrainiens, 6 ans plus tard, vous disent de cet homme pour lequel ils ont qu'ils ont élu largement il y a 6 ans, pour qu'ils ont eu beaucoup de respect pour le comportement après le début de l'invasion, et aujourd'hui il a toujours cette figure rassurante? Oui, je laisserai aussi Ariane parler, parce que Ariane, elle y va beaucoup. Elle y est allée 8 fois depuis le début de l'invasion à grande échelle, et elle y sera le mois prochain à nouveau en Ukraine. Non, ce qui est sûr, c'est que on voit que cet homme en tout cas, il a retrouvé une popularité qu'il avait perdue pendant sa présidence normale, c'est-à-dire 2019-2022. Évidemment, ce février 2022 dont on vient de parler va tout changer. Puis il y a d'autres événements. Le bureau ovale, alors qu'il avait reperdu un peu de confiance, et parce qu'il s'est fait élire sur une promesse de paix. Donc forcément, le peuple et la population à Kiev, à Kryvyi, partout en Ukraine, est fatigué, est vraiment à bout de cette guerre qui n'en finit pas. Enfin, c'est quand même énormément de morts, de blessés dans toutes les familles. Et donc, forcément, on finit par en vouloir à Zelensky qui avait promis la paix. Mais comme on voit qu'il tient, et notamment cet épisode au bureau ovale face à J.D. Vance et à Trump, a redonné un peu d'air à Zelensky à l'intérieur du pays, parce qu'on a vu que cet homme tenait et qu'il restait droit, et que cette tentative d'humiliation n'a pas fonctionné du tout, au contraire. Ariane, c'est un homme qui tient pour les Ukrainiens? C'est un homme qui tient, on le voit dans les sondages, mais c'est vrai qu'Yves a raison de parler de cette scène dans le bureau ovale, qui est très importante à plus d'un titre. Nous, elle nous a beaucoup intéressés, parce que Yves disait, si on éteint par exemple le son, on voit combien cet homme, physiquement, au fond, n'est pas humilié, comme on l'a beaucoup dit, ou écrasé. Il tient, il résiste. Il arrive à faire une blague. On lui dit, vous n'avez pas les bonnes cartes en main. Il dit, je ne suis pas venu pour jouer aux cartes. Là, on voit tout son passé de stand-upper, d'homme qui maîtrise parfaitement la répartie. Et puis, effectivement, ça a galvanisé les Ukrainiens. Il n'était pas très en forme dans les sondages avant cette séquence. Et là, les Ukrainiens ont fait front, fait corps autour de lui, autour du président, parce que c'est une vraie démocratie, ça pourra passer, mais en tout cas, ils sont à ses côtés. On l'a dit, il avait été élu en 2019 avec un programme populiste assez creux. Et il y a une question assez vertigineuse. Vous parliez de ces 2 ans de présidence normale. Quel chef d'État aurait-il été sans la guerre? Il le dit d'ailleurs dans le film, il aurait sans doute forcément déçu. Il dit tous les hommes politiques sont un peu populistes, ils disent des choses et puis après voilà, il ne se passe pas forcément beaucoup de choses. C'est intéressant ça aussi. On n'aurait peut-être pas forcément parlé de lui comme on en parle aujourd'hui. Il avait déçu. Au bout de 2 ans, il avait déçu, c'est vrai. Il était au plus bas dans les sondages. Il avait fait tellement de promesses que c'était compliqué de les tenir. C'était pas... Ce sont 2 ans qui n'ont pas été faciles pour lui. Et on peut dire aussi que par rapport à son rival Poroshenko, il était peut-être plus serein. Il ne croyait pas à l'invasion immédiate de son pays par les Russes. Il était... Sans doute que Poroshenko était plus
conscient de cette menace qui venait de Moscou. C'est dans le montage, il y a beaucoup de sacrifices, d'archives, de documents, d'interviews qu'on trouvait passionnants. Il y en a notamment un peu après la vidéo Instagram qu'on connaît de Nous sommes ici, je reste. Le 2 mars 2022, il organise une conférence de presse avec les journalistes internationaux et il s'adresse à Poutine. Il parle en russe parce qu'il veut il se dit qu'il est possible de parler à Poutine, et il dit mais Poutine, parle-moi, je ne suis pas comme un Macron, je ne suis pas comme les autres que tu peux tenir à distance, que tu peux mettre au bout de ta table. Toi et moi, on parle la même langue, on se connaît, on se comprend. Et il a ce côté-là, il a un défi, c'est-à-dire que quand ils se sont rencontrés en décembre 2019 à Paris, à l'Élysée, il pense quand même qu'il est possible de dialoguer. En ce sens, il est moins lucide que Poroshenko, il est un peu naïf. Il pense que quelque chose comme une rencontre d'homme à homme entre personnes parlant la même langue, ayant un peu la même culture, c'est possible. Il croit en sa bonne étoile aussi, Zelensky. Il voit c'est un homme qui a eu de la chance toute sa vie. Et c'est totalement naïf. Et depuis, il a quand même changé d'avis. Tout change avec Boutcha, à vrai dire. Oui. Chez Macron sera de la même naïveté vis-à-vis de Poutine, je dis donc. Mais là, on sent qu'il y a une sorte. Là, quand il dit, c'est en couverture de Libération. À Poutine, on se retrouve à Istanbul. On a l'impression quand même qu'il veut régler la chose, qu'il a un sentiment d'homme à homme, d'injustice profond. Et certes, la chose va se régler, ou devrait se régler à La Haye, mais il le prend personnellement. C'est comme si Poutine, en violant toutes les règles internationales, il a aussi violé une certaine idée que Zelensky se faisait de la Russie, parce que c'est quand même un homme qui ne parle plus sa langue maternelle. Enfin, je ne pense pas que ce soit anodin. C'est-à-dire que c'est un homme politique, il est passé à l'ukrainien. Mais je pense quand même que priver quelqu'un de sa langue maternelle, ça a des réels effets. Ça fait partie de cette tragédie. Pourquoi vous dites, Ariane, que Boutcha a tout changé, donc les massacres russes sur cette ville ukrainienne? Yves a montré une photo du visage de Zelensky à Zelensky pendant l'entretien, et ce jour-là, il change de visage. Une photo de Zelensky à Boutcha. Voilà, oui. Il change de visage, son visage se creuse, il est dur, et il nous le dit. Et là, c'est pas du cinéma. Non, il nous le dit, Yves. Oui. Quand il le dit. On est tombé de la falaise ce jour-là. Oui, c'est vrai, il y a un avant et un après Boutcha. Des crimes, il y en a eu partout en Ukraine, des crimes de guerre. Boutcha est devenu le symbole. Évidemment, il y a eu Mariupol, il y a eu il y a eu Kharkiv. Enfin bon, on va pas faire la liste des horreurs et qui continue chaque jour encore. Mais Boutcha, c'est vraiment une prise de conscience pour Zelensky. Et quand Lisa dit je vais encore pouvoir lui parler, maintenant c'est fini. Enfin, il le dit devant notre caméra, il dit maintenant c'est des murs de haine qu'il y a entre nous. C'est-à-dire que c'est fini. C'est-à-dire que d'une certaine façon, Poutine aura réussi à créer la nation ukrainienne. C'est-à-dire qu'il a créé un sentiment d'appartenance qui était peut-être un peu diffus. Et maintenant, vraiment, ça va être. On n'imagine pas comment. Zelensky peut gagner la guerre, mais on n'imagine pas non plus comment Poutine peut la gagner, parce qu'il a un peuple contre lui, un peuple entier. Il dit Hitler s'est réincarné en Poutine, c'est quand même une phrase extrêmement forte. Et effectivement, à Boutcha, ça a été la même chose d'ailleurs pour Emmanuel Macron, qui pendant longtemps essayait de dialoguer avec Poutine, qui parlait encore des peuples frères. Et Boutcha, évidemment, au mois d'avril 2022, c'est une césure pour le monde entier. Si jamais il y a une rencontre avec Poutine et Zelensky, c'est pas fait. À mon avis, assez peu certain que Poutine aille à Istanbul. Pas grand monde n'y croit aujourd'hui. Mais je serais très curieux de voir le langage des corps. On parlait des corps qui parlent entre Trump et Zelensky. Mais il faut savoir qu'ils ne se sont quasiment jamais rencontrés en dehors de la rencontre à Paris dont parlait Lisa en décembre 2019. Et ce jour-là, Zelensky dira de Poutine: cet homme n'a pas de regard. Il a des yeux, mais pas de regard.
Et justement, on a beaucoup parlé du fond, bien sûr, mais la forme et le corps de Zelensky. On dit souvent qu'on ne sait pas qui on est si on n'a pas vécu la guerre ou si on ne sait pas qui on est dans la guerre. C'est un homme qui physiquement, et alors pour le coup, avec le travail d'archives que vous avez fait, c'est saisissant, qui a changé physiquement, qui avait ce visage un peu poupon, mais en 2019, à l'Élysée, c'est le cas. Il a ses grosses joues, il a l'air si jeune. Et là, aujourd'hui, on a cet homme, alors bien sûr, avec ses habits, et ça fait partie du personnage, kaki, noir, et c'est ce que Trump lui avait... ça faisait partie de l'humiliation américaine il y a quelques semaines. Et puis un homme qui est creusé, qui rit pas, qui vous raconte qu'il s'autorise pas vraiment à rigoler parce qu'il a pas le temps et puis c'est pas le sujet, mais il y a quelque chose de la transformation physique assez dingue, Lisa Wapner. Oui, alors sur la transformation, je vais laisser Yves parce que c'est un sujet. Mais sur le rire, je pense pas qu'on puisse dire ça. Je crois vraiment que il rit dans le film un petit peu en parlant il se laisse quand même au rire, et je pense que c'est aussi ça qu'on raconte dans le film, c'est que l'humour c'est aussi une arme de guerre. Que là, au moment de la rencontre au bureau ovale, l'une des réactions des Ukrainiens, ça a été de rire, d'envoyer des mèmes, de réagir. Alexandre Rodniansky dans le film dit que pour les Juifs et les Ukrainiens, l'humour c'est une arme de résistance. Et je pense que Zelensky, en gardant ce rire, en gardant son humour, il est tellement plus fort qu'un Poutine et Trump qui sont incapables de rigoler d'eux-mêmes ou de quoi que ce soit. D'un mot, Yves Jean ? Oui, non, le corps, évidemment.